Bonsoir. D'abord, merci. Merci d'être aussi nombreux ce soir, ici dans le théâtre qui est plein, et puis aussi en ligne partout dans le pays. Merci de démentir ainsi tous ceux qui m'ont dit depuis le début de cette initiative que la simplification, ou quand on le prend à l'envers, la complexité administrative, ce n'était pas un sujet sérieux, c'était un sujet techno, c'était un sujet fastidieux, c'était un sujet poujadiste, etc. C'était pas un sujet d'ailleurs qui était mentionné dans les sondages et que donc par définition les gens n'en avaient rien à faire, mais on ne pose pas dans les sondages, je pense, les bonnes questions. Et vous l'avez vu dans ces vidéos, la complexité administrative, c'est au cœur, je pense, de nos problèmes. Ça reflète quelque chose de beaucoup plus grave. En tout cas, moi, ce qui m'anime, c'est une vraie révolte face à ce qu'il faut bien appeler l'oppression bureaucratique. Et cette oppression, elle me conduit ce soir avec vous à passer à l'action politique, pour sortir de ce sentiment d'une vie cadenassée, d'une vie où l'on devient comptable de soi. Alors je me présente d'abord. Je m'appelle Gaspard Koenig, je suis philosophe. Je conçois un peu la philosophie comme un vagabondage dans la cité, dans le pays, dans les pays, dans le monde. Et je la conçois en interaction avec la vie publique. Et au fond, la deuxième chose qui me définit, c'est que je pense que je suis hors la loi. Je suis hors la loi comme vous tous ici ce soir. En fait, nous sommes tous hors la loi parce que nous ne pouvons plus comprendre et nous ne pouvons plus respecter une loi qui est devenue inintelligible, qui est devenue inapplicable et qui rend du coup la notion même d'état de droit extrêmement fragile. Alors, ce constat, me direz-vous, il est extrêmement banal, c'est vrai, chacun le fait depuis une cinquantaine d'années. L'inflation normative, comme on dit de manière un peu pédante, c'est-à-dire l'augmentation continue du nombre de lois, de règles, de règlements qui entravent nos activités quotidiennes, qui nous plongent dans ce que Max Weber, parlant de la bureaucratie, appelait la cage d'acier, eh bien, elle est bien recensée en France et depuis très longtemps. Quand on lit Montaigne, il nous dit qu'il y a plus de lois en France que dans le reste du monde. Quand on lit Tocqueville, il fait de la tutelle administrative le lien entre l'Ancien Régime et la période révolutionnaire. D'ailleurs, Tocqueville a cet exemple amusant dans l'Ancien Régime et la Révolution. Il parle d'une église dont il faut refaire le toit, et il dit pour refaire le toit d'une église, aujourd'hui il faut aller jusqu'au Conseil du roi. Aujourd'hui, vous remplacez le Conseil du roi par la DRAC et un certain nombre d'ailleurs d'autres commissions, et vous avez à peu près le même phénomène. Alors, où en sommes-nous? Nous en sommes, selon le Conseil d'État, qui publie régulièrement des rapports dénonçant l'inflation normative, expliquant que ce n'est pas soutenable, que trop de droit tue le droit, etc. Nous en sommes, selon ce Conseil d'État, à 317 667 articles. Articles codifiés, c'est-à-dire articles qui sont dans les codes, parce que nous ne connaissons pas le nombre exact d'articles de loi qui régissent notre vie collective. On l'estime entre 400 et 500 000. Alors, il y a beaucoup de rapports sur le sujet. Le think tank que j'ai fondé, Génération Libre, a fait son propre rapport avec Jean-Ludovic Silicani, que je salue ici ce soir, qui proposait des pistes de simplification. Et puis on a fait un peu comme tout le monde, on a fait un rapport qui n'éveille pas d'intérêt médiatique ni politique particulier, parce que c'est un vieux serpent de mer. Et puis on a mis ce rapport dans un carton et on est passé à autre chose, à des sujets plus sexy. Et il a fallu que je fasse l'année dernière, peut-être certains d'entre vous sont au courant dans la salle, ce long voyage à cheval à travers la France et l'Europe, mais enfin en passant quand même 3 mois à traverser le territoire français et à être hébergé essentiellement chez l'habitant, donc à rentrer véritablement dans la vie des gens, pour m'apercevoir que ce sujet, qui est connu de manière un peu théorique à Paris, mais qu'au fond, l'élite politico-médiatique ne vit pas dans sa chair, parce qu'elle trouve toujours un moyen d'avoir un contact dans un ministère ou de payer une structure pour arranger ses affaires administratives. Et je me suis rendu compte que ce sujet, eh bien en fait, c'était le premier sujet qu'abordaient les gens. Et ils l'abordent le soir à table. Qu'est-ce qui les empêche de dormir? Qu'est-ce qui les embête? Eh bien c'est tel article du Code rural qui fait qu'on n'est pas sûr si le moulin va encore être en activité l'année prochaine parce qu'on attend l'inspection de la police de l'eau et qu'on doit négocier les dimensions du bief et que tout ça ne colle pas et que tout ça ne colle pas à la situation de terrain et que c'est un vrai problème, un problème qui conduit certaines personnes à arrêter leur activité,
d'autres à arrêter leur engagement associatif. Enfin bref, qui pollue véritablement la vie des gens et qui détruit le rapport logique, normal, entre l'individu et l'État. Et j'ai rencontré en chemin des viticulteurs qui faisaient les vendanges tous les ans, avec des groupes de gens qui étaient habitués à venir, tout se passait bien. C'est des petits viticulteurs, ils ont 1 hectare et demi en Champagne, ils font tout eux-mêmes. Et donc les vendangeurs, ils logent au 2e étage de la maison et ils sont dans des dortoirs, là où j'ai logé moi-même d'ailleurs. Et puis c'est comme ça depuis toujours. Seulement maintenant, une norme sur les dortoirs des vendangeurs qui fait qu'il faut rajouter une douche parce qu'ils ont atteint X nombre de vendangeurs et ils ne peuvent pas rajouter une douche, c'est chez eux, ils ne peuvent pas agrandir la maison. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans l'illégalité, avec le risque de prendre 15 000 € d'amende, comme le voisin, quand une commission est passée pour contrôler. Ou bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont recours à un service externe qui leur fournit des vendangeurs et qui perd toute l'âme, toute la fête, en fait, du mois des récoltes. Et ce n'est pas seulement des histoires agricoles. Le directeur de Chambord, à qui je parlais exactement du même problème, me disait que pour faire son potager en permaculture, que le directeur de Chambord, c'est un haut fonctionnaire, il dirige un établissement public, et il lui fallait l'approbation de la DREAL et que ça faisait 3 ans que ça coulait. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, à chaque rencontre, à chaque dîner, on me répète, alors évidemment en d'autres termes et sur d'autres sujets, au fond, toujours la même histoire. C'est là que je me suis dit, il faut faire quelque chose. D'abord, il faut aller jusqu'au bout de ce truc pour comprendre d'où ça vient. Et puis, il faut regarder l'étendue des dégâts. Et donc, j'ai monté, avec, je tiens à le dire, une vraie équipe, une équipe qui s'agrandit d'ailleurs de jour en jour, une équipe de volontaires, des bénévoles, et puis aujourd'hui une équipe permanente, un mouvement que j'ai appelé très simplement Simple, et qui a commencé à faire de manière très discrète, sous le radar national, une grande campagne de terrain, une trentaine de déplacements, comme on le voyait sur ce document, environ 3 mois là, au cours de l'été, oui, chacun ses vacances, où on a été de la Bretagne au Gard, en passant par Lille ou par les Vosges, bref, on a couru un peu dans toute la France, et où on a fait des réunions publiques avec les artisans, avec les associations, avec les profs, avec les maires ruraux. On a fait du porte-à-porte en demandant aux gens « Bonjour, vous avez des problèmes avec l'administration, lesquels ?» L'administration, la norme au sens large d'ailleurs, parce que le secteur privé joue évidemment sa part dans la production normative. Et puis en plus, à côté de ces déplacements de terrain, on a mis en place une plateforme sur le site vieplussimple.fr où les gens pouvaient poster leur histoire. C'est une plateforme très simple, raconter votre histoire. Et quand on était sur le back-office du site, tous les jours, on voyait véritablement dégorger le grand corps administratif de toutes ces scories, et on lisait les unes après les autres toutes ces histoires. Et les gens répondaient toujours à la consigne. Les gens étaient très précis. Parce que quand vous demandez aux gens « que faut-il faire ?», ça part dans tous les sens. Mais quand vous leur demandez « que faut-il ne pas faire ?», là, ils ont une expérience très précise. Et ils vous disent des choses qui sont au fond très opérationnelles. Et puis, j'ai travaillé avec un groupe de juristes dirigé par Nicolas Gardère, que je salue ici, avec qui nous avons publié un manifeste que vous trouverez à la sortie, « Simplifions-nous la vie ». Et tous les lundis, ce groupe de juristes faisait un compte-rendu de toutes les histoires que nous avions reçues pour essayer de comprendre un peu les grandes lignes qui s'en dégageaient. Dans les réunions de terrain que nous organisions, ça commençait toujours pareil. Une quinzaine de personnes, des gens qui se regardaient un peu en chien de faïence, ils ne comprenaient pas trop de quoi on allait parler ou pourquoi ils étaient là, parce que ce n'est pas un sujet qui est évident à formuler, à expliciter. Les gens sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ne l'ont pas forcément conceptualisé. Alors donc j'expliquais un peu mon affaire en 3 minutes, et puis après il y avait un silence, et puis il y en a un qui disait « Ah oui, mais par exemple, les nouvelles normes sur les cages à ragondins. » Alors l'autre disait « Ah bah ça oui, ça c'est un problème. Et les clôtures? Ah bah oui. » Et c'était un peu comme les alcooliques anonymes, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y en avait un qui commençait à raconter son histoire, tout le monde y allait et on voyait l'étendue du fardeau, en fait, et ce que ces gens avaient sur le cœur. Et ça durait ensuite des heures et des heures et des heures. Et moi, je notais tout ça avec un petit carnet, je devais constamment les interrompre parce qu'à chaque réunion et dans chaque secteur différent, ressurgissait tout un univers de sigles nouveaux, bien sûr, que je ne pouvais pas connaître.
Et donc à chaque fois, je devais me faire épeler tous ces sigles, tous ces acronymes. Et je leur disais toujours à la fin, mais vous savez, c'est pas normal. Vous ne devriez pas avoir à connaître ces sigles. Vous ne devriez pas savoir ce qui se passe sous le capot de l'administration qui est là pour vous servir. Vous n'avez pas à culpabiliser de ne pas comprendre cet univers. Ce n'est pas à vous de le comprendre. Et il y a une histoire qui m'a particulièrement ému, et qui d'ailleurs inaugure le livre. C'est celle de Véronique, qui nous a fait d'ailleurs le plaisir de nous rejoindre ce soir depuis le Cher. Et Véronique, elle a décidé de lancer dans un petit village une ferme-auberge. Alors elle avait un statut tout à fait confortable, elle était fonctionnaire, chef de cuisine, et puis elle avait envie de changer, de créer, et puis de relancer une activité dans un petit village où il n'y avait plus rien, et donc de remettre de la vie, de l'échange, des transactions, des discussions. Bon. Et une ferme-auberge, au fond, c'est probablement une des premières activités de l'humanité sédentarisée. Il n'y a rien de moins complexe à comprendre qu'une ferme-auberge où on élève ses animaux et où ensuite on cuisine la viande pour les clients. Probablement la chose les plus simples à faire, pas la fusée Ariane. Simplement, vous n'avez pas de case ferme-auberge. Alors vous êtes en ferme, d'abord. Alors vous êtes en ferme, donc vous vous mettez en GAEC. Et quand vous êtes en GAEC, vous n'avez pas le droit de travailler sur le GAEC. Donc vous devez créer une SARL. Là, la préfecture vous dit, vous n'avez le droit, si vous avez un GAEC, de travailler dans la SARL seulement 534 heures. Et donc il faut décompter toutes vos heures de travail pour être certain de ne pas franchir ce plafond des 534. Et donc réduire déjà son activité. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'après, si on vend dans le restaurant des produits qui ont été transformés, là c'est bien des heures du travail qui sont décomptées de la SARL, mais si on vend des produits de la ferme du GAEC, là ça doit être décompté sur les heures du GAEC. Donc les deux structures doivent se refacturer un certain nombre de services avec des taux de TVA différenciés. Et donc Véronique me dit, moi en fait je suis maintenant des formations de juriste. Et je passe globalement 5 à 6 heures par jour derrière mon ordinateur pour organiser mon activité. Et cette histoire, elle est intéressante, parce que Véronique, elle fait quelque chose de créatif, mais quelque chose en même temps de très simple dans l'histoire de l'humanité. Et qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas d'aide. Elle doit elle-même découvrir le marasme des textes et essayer de comprendre quelque chose. Elle devient elle-même sa propre fonctionnaire, parce qu'elle doit constamment se surveiller elle-même, en fait, noter le nombre d'heures qui vont ici ou là, quel produit a été vendu à qui. Et ce n'est pas seulement que c'est irritant et que ça fait perdre du temps, c'est que quand vous avez un projet qui est si humain, si vivant, eh bien, ça vous fait perdre le sens même de ce que vous faites. Et pour une Véronique qui y arrive parce qu'elle se bat, parce qu'elle a bien compris les textes, parce qu'elle a relancé la préfecture, parce qu'elle a trouvé les bons interlocuteurs dans les administrations, combien évidemment se découragent ou alors passent totalement sous le radar et se mettent en auto-entrepreneur et font tout au noir. Et des histoires comme ça, on en a vu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Certaines sont irritantes et anodines, comme les volets qu'il faut repeindre tous les 10 ans quand il y a un nouvel architecte des bâtiments de France qui passe dans le village. Il y en a un qui dit que ça va être la couleur du toit de l'église, l'autre qui dit que ça va être la couleur du mur de l'église, l'autre qui dit que ça va être la couleur de l'herbe. Voilà. Ça peut être drôle et franchement absurde. Alors je ne sais pas si vous... Ça, c'est les restaurateurs qui m'ont dit ça. Peut-être que vous connaissiez ça. Moi, je l'ai découvert. Je m'étais toujours demandé pourquoi dans les bars, vous avez les bars licence 4 et tout, vous avez donc les bouteilles d'alcool, puis vous avez toujours les bouteilles d'orangina à côté. En fait, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que il paraîtrait que certaines personnes qui viennent pour prendre un whisky se disent « Tiens, quelle bonne idée, en fait, je vais plutôt prendre un orangina. » Et vous voyez, c'est un gain de bien-être. C'est mieux de ne pas boire d'alcool, mais de plutôt boire les calories de l'orangina. Alors, je ne sais pas si dans la salle, est-ce que quelqu'un a déjà eu cette expérience, est-ce que quelqu'un a finalement pris l'orangina? Parce que moi, je pense que c'est une loi qui n'a jamais eu aucun effet. Je ne me demande pas si elle est légitime ou pas, je pense qu'elle n'a eu aucun effet. Alors ça pourrait s'arrêter là, ça serait drôle, mais quand même, on a un peu complexifié le système en disant, bon, alors d'abord, il faut que les bouteilles soient pleines, ça ne doit pas être des fausses bouteilles.
Parce qu'il faut que les gens aient vraiment envie, il faut qu'ils voient le liquide à l'intérieur. Mais le plus vicieux, c'est qu'elles ne doivent pas être périmées. Donc ces bouteilles qui ne servent à rien, on est d'accord, doivent être régulièrement renouvelées pour continuer à ne servir à rien en toute sécurité. Et on rigole, mais il y a des restaurateurs qui oublient de changer la bouteille d'orangina, parce que du coup, il faut y penser, il faut mettre ça dans son agenda et tout, et qui se prennent des milliers d'euros d'amende, des choses qui parfois peuvent les détruire. Et puis vous avez des histoires, alors là moins drôles, des histoires tragiques. Beaucoup tournent d'ailleurs autour des MDPH, la question du handicap. Et on a reçu par exemple cette histoire, là c'était sur Internet, sur le site, d'une dame dont l'enfant a une agénésie du pouce, c'est-à-dire qu'il est né sans pouce. Et bien, tous les 2 ans, la dame doit refaire un dossier à l'administration pour démontrer que son enfant n'a toujours pas de pouce, que le pouce n'a pas repoussé. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, il faut aller voir un médecin, il faut avoir l'attestation, il faut refaire le formulaire. Et comme elle le dit très justement, ça nous remet dans la situation du handicap. C'est-à-dire qu'on est passé un peu au-delà, qu'on n'y pense plus au fond, et ben on est à chaque fois ramené à son essence de handicap et on doit se justifier. Donc, les conclusions qui émergent de tout ça, c'est que d'abord ce phénomène, il touche tout le monde, toutes les classes, toutes les professions. Ça va du banquier qui est aux prises avec BAL 3 ou BAL 4, je perds toujours le compte, jusqu'aux sans-papiers, que j'ai rencontrés aussi, et qui sont dans cette situation vicieusement organisée par l'administration, où, comme vous le savez, pour avoir des papiers en France, il faut avoir une promesse d'emploi, et évidemment, pour trouver un emploi, il faut avoir des papiers. Et on dit que les Français ne sont pas doués pour les langues, mais nous avons tout de même une seconde langue obligatoire que nous connaissons tous, qui est le cerfatage. Car le formulaire CERFA, au fond, définit chacun d'entre nous. Et certains de mes interlocuteurs en ont même fait un verbe, le verbe cerfater, qu'il faudrait ajouter désormais dans les Becherel. Je cerfate, tu cerfates, nous cerfatâmes, qu'il cerfatasse. Et ne vous étonnez pas qu'un certain secrétaire d'État, qui sinon serait resté totalement inconnu, ait eu un tel succès qu'on m'a répété partout sur le territoire en parlant de phobie administrative. Alors j'en ai tiré aussi quelques enseignements qui ne sont pas forcément intuitifs, et c'est là que c'est toujours intéressant d'aller sur le terrain, parce que vous comprenez des choses que les simples lectures des rapports du Conseil d'État, aussi bien faits soient-ils, ne vous apprendraient pas. D'abord, cette réaction, elle vient de la fonction publique elle-même. Le haut clergé de la fonction publique, les conseillers d'État, les préfets, sont les premiers à vous dire que le système est intenable. Les préfets vous disent « mais nous, les circulaires, on ne les comprend plus ». Et d'ailleurs, on demande souvent à nos agents de ne pas les appliquer. Et les fonctionnaires de terrain vous disent la même chose. On reçoit quantité de témoignages d'infirmiers, d'infirmières, de profs, de policiers. Je me rappelle ce témoignage d'un policier qui s'était fait détruire son képi lors d'une agression. Mais alors, apparemment, dans la police, vous avez un site qui est Vetipol pour renouveler votre équipement, et vous avez un certain nombre de points chaque année, et il avait épuisé son quota de points, donc il ne pouvait pas avoir un képi neuf, donc il est resté 4 mois avec son vieux képi. Bon. Et en fait, chacun, à son échelle, et de manière plus ou moins grave, y compris dans la fonction publique, subit le même phénomène. Le Monde a fait, je crois, il y a 3 semaines, un mois, un grand article fondé sur un rapport qui expliquait qu'il y avait un phénomène de malaise au sein de la fonction publique lié à la perte de sens, lié simplement à l'absurdité du travail qui était demandé aux agents. Donc au fond, tout le monde est d'accord. Comme je disais au début, ça ne concerne pas seulement le secteur public. Les gens mettent dans le même bain tout ce qui concerne les URSSAF, les retraites, et puis EDF, Orange, toutes les grandes compagnies fournisseurs de services. Pour eux, tout ça, c'est la même chose. Ensuite, on s'aperçoit que le numérique, étonnamment, est plutôt facteur, en tout cas dans l'esprit des gens, de complexification. D'abord, il y a le phénomène de l'électronisme, il y a des gens qui n'y arrivent pas, bon, c'est une chose. Mais en fait, c'est beaucoup plus, quelque part, essentiel et concret que ça. C'est que quand vous aviez un dossier papier, d'abord, sa taille était limitée. Or, aujourd'hui, sur Internet, on peut vous faire signer un contrat qui a 1500 pages. Signer des terms and conditions sur le web, à peu près 10 fois par jour, de contrats qui font la taille de livres. Les conditions de PayPal font la taille d'Hamlet.
Et pire encore, sur un formulaire papier, vous pouvez toujours rajouter une case stylo. Ah, mais moi, je suis désolé, mais je ne rentre pas dans les cases. D'ailleurs, qui rentre dans les cases? J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit, moi, c'est super, je rentre dans les cases. Personne ne rentre dans les cases. Tout le monde me dit, je ne rentre pas dans les cases. Mais là, quand vous ne rentrez pas dans les cases et que vous êtes face à la page Internet, vous ne pouvez pas passer à la suivante. Vous êtes bloqué. Et puis, il y a un dernier phénomène que j'ai remarqué, c'est qu'au fond, qui fait la paperasse? Eh bien, très souvent, les femmes. L'épouse, la mère, la sœur. Dans les couples d'artisans, dans les couples d'agriculteurs, très souvent, monsieur craque et dit « Ouais, tout ça, j'en ai plus rien à faire » et balance voilà, toutes ces lettres siglées République française autour de lui. Et puis la femme ramasse et la femme se met patiemment à l'ordinateur et la femme finit par faire la compta. Et ça non plus, ça me paraît pas normal. Et tout ça pour dire que ce qu'on vient de décrire là, et que je pense que vous connaissez sans doute, est beaucoup plus grave qu'un simple phénomène de paperasse qu'il faudrait alléger. Un maire m'a dit « Nous sommes dans un pays autobloquant ». Et alors je pose des questions. Qui fait ça? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça dit de nous? Je parlais des fonctionnaires qui se plaignent de ce même phénomène. J'ai reçu des mails de proviseurs, j'ai reçu des mails aussi d'agents de la DREAL. Alors ça, j'étais particulièrement content parce que les DREAL, les directions de l'environnement, sont particulièrement redoutées sur le territoire. Et c'était une dame de la DREAL qui m'écrit « Pensée du jour, personne ne fabrique de la norme pour le plaisir. La norme signe généralement un constat d'échec. » Et donc je demande « Quel échec ?» Et c'est pourquoi je pense que nous avons là 3 sujets vraiment importants. Un sujet de justice sociale, un sujet de liberté et un sujet de démocratie. Un sujet de justice sociale. Vous connaissez peut-être la formule de Lacordaire qu'on nous répète volontiers et qui est très juste, qui dit entre le puissant et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la loi qui libère et c'est la liberté qui opprime. C'est juste. Et au fond, notre normification, elle vient d'un désir d'égalité louable. Mais l'excès de loi produit l'effet exactement inverse. Il réintroduit l'arbitraire, parce que vous avez quelqu'un qui détient les clés du système derrière son ordinateur et qui peut choisir de vous y faire rentrer ou non. Et qui trinque? Qui trinque, ce sont les petits. Qui en profite? Pardon de le dire de manière un peu grossière, mais qui en profite, ce sont les gros. Combien de grandes entreprises ne font-elles pas du lobbying pour obtenir des normes qui leur permettent d'éliminer la concurrence? Combien de cabinets d'audit, d'avocats fiscalistes, d'experts comptables ne fondent-ils pas leur activité sur la complexité administrative? Et quand vous êtes une grande municipalité, quand vous êtes un contribuable fortuné, vous pouvez naviguer dans cet univers, vous pouvez même en profiter. En revanche, quand vous n'avez que vous-même et, disons, l'alphabétisation juridique de tout un chacun, eh bien, vous êtes démunis. J'ai vu arriver vers moi dans une réunion en Mayenne, si je me souviens bien, des plombiers chauffagistes qui me montraient presque en tremblant le dernier formulaire RGE et qui disaient ça, on ne peut plus faire. On veut bien trier les déchets, mais on ne peut pas renseigner avant la construction, pendant et après, quel volume, pour quels matériaux, dans quel cas, etc. On ne peut plus être à la fois bosser et être les contrôleurs de nous-mêmes. Et donc on arrête. On va faire des salles de bain. Ou bien, et quelque part, c'est ça que je trouve le plus triste, ou bien on se fait embaucher par une grosse structure qui, elle admin, la compta, le service juridique, qui prend ça en charge pour nous et qui nous permet de faire notre métier sans penser à autre chose. Et David Graeber, l'anthropologue qui a écrit un livre pour moi absolument parfait sur la question de la bureaucratisation du monde, qui s'appelle « L'utopie des règles », dit bien que c'est un sujet dont la gauche n'a jamais réussi à s'emparer, alors que c'est un sujet de justice. Et la gauche ne réussit pas, la droite ne le prend pas au sérieux, et la gauche a du mal à concevoir
que cet État-providence qu'elle a mis en place avec de bonnes intentions puisse se retourner contre ceux qu'il est censé servir. C'est un sujet de liberté, parce que derrière cet excès de normes se pose bien sûr la question de la volonté de contrôle. Et au fond, il y a une jouissance à contrôler. Il y a une jouissance à essayer d'encadrer la vie humaine si singulière, si imprévisible, dans l'infinité des cas particuliers possibles. Et nous finissons tous un peu dans un monde claustrophobique. Je citais la cage d'acier de Max Weber tout à l'heure. Un monde où nous avons l'impression qu'il faut toujours vérifier ex ante ce que nous allons faire, et sans justifier. Graeber, d'ailleurs, dénonce, me semble-t-il, à juste titre, le complexe néolibéral qui a créé cette situation, avec d'un côté un État qui contrôle, et de l'autre côté, des grandes entreprises fondées sur le principe d'utilité qui profitent de ces contrôles. Et vous voyez bien qu'au cœur du sujet du contrôle, il y a celui de la responsabilité. Et qu'est-ce qu'elle fait, la norme? Elle déresponsabilise. Celui qui l'a produit peut dire « c'est bon, ça y est, c'est aux gens de le respecter, moi je suis sorti d'affaire ». Et puis celui qui la respecte peut dire « mais même si j'ai fait quelque chose de nocif, je fais quelque chose qui correspond à la norme ». Et alors bien sûr, la question de la responsabilité pose la question de l'assurance. Et très souvent, c'est à travers l'assurance que naît la question de la norme. Je vous raconte juste un petit exemple personnel. Une des grandes vertus de ce voyage à cheval que j'ai entrepris, c'est que j'étais là littéralement hors la loi, parce que comme personne ne le fait, personne n'a encore pensé à le réglementer. Et donc, quand on est sur un cheval, on est exactement comme quand on prend un voilier. N'importe qui peut le faire, vous n'avez besoin d'aucune autorisation, d'aucun certificat, d'aucune assurance obligatoire, d'aucune bombe, de rien du tout. Alors, évidemment, c'est des activités très dangereuses, le cheval et le voilier. Et donc, bien sûr, les gens qui les entreprennent se renseignent un peu parce qu'ils risquent leur vie. Et ils se préparent d'eux-mêmes. Mais enfin, ça fait partie du charme du voyage. Vous êtes considéré comme véhicule par le code de la route et ensuite adieu vat. Et puis, j'ai été invité récemment par mes nouveaux amis de la Fédération du tourisme équestre à un événement dans le Grand Est. Et bon, tout ça a été très sympathique, il y avait des démonstrations d'attelage. Et il y avait une conférence justement sur la question de la réglementation autour du voyage à cheval. Et puis, le président de cette fédération commençait à expliquer que quand même, il faudrait penser à mettre en place un peu un cadre, hein, parce que finalement, n'importe qui prend un cheval. Est-ce que ça a causé des accidents? Non, mais ça pourrait. Donc il faudrait que les gens passent un examen. Alors qui dit examen dit formateur, et qui dit formateur dit certification. Et donc vous entrez progressivement dans ce complexe bureaucratique. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est contre l'essence même de cette activité. Et il m'a dit, bah oui, c'est à cause des assurances. Les assurances ne veulent plus nous couvrir si elles ne peuvent pas se rattacher à une norme qu'on respecte ou pas, en quel cas on est dédommagé ou pas. Et puis, le dernier grand sujet, je pense, que ça pose, est celui de la démocratie. Il y a dans le rapport de l'administration à l'individu, je suis désolé de le dire, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais il y a une grande violence que j'ai constatée. Il y a une violence dans la formulation même des lettres souvent très incriminantes que vous pouvez recevoir. Il y a une violence très physique. On m'a raconté les descentes de la police de l'eau qui arrivent dans les propriétés armées, la police de l'eau, donc qui est là pour vérifier que les anguilles peuvent remonter le cours de l'eau dans le moulin, arrive avec un pistolet à la ceinture, voire la main sur l'arme. Les descentes de la CODAF sont assez réputées également dans le milieu de la restauration. Donc la CODAF, c'est la super inspection, c'est les comités antifraude qui inspectent tout, et pourquoi pas, mais qui bouclent véritablement le restaurant, qui vont contrôler par exemple l'identité des clients. Ils sont chargés, qui doivent sortir leurs pièces d'identité, vous avez les voitures, vous avez les gens en armes. Voilà. Et cette violence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée des réfractaires. On vient de passer une nouvelle loi qui rend obligatoire les pneus neige dans 48 départements, du 1er novembre au, je crois, 1er avril ou 1er mai, qu'il neige ou pas, d'accord? Donc, c'est un truc tout à fait typique, c'est-à-dire qu'il y a dû y avoir des accidents à cause de l'absence de pneus neige,
Et que donc, pour se couvrir, pour couvrir tout le monde, pour déresponsabiliser l'ensemble de la chaîne, on dit on va imposer un interdit général sur l'ensemble du territoire, sur toute la saison où par hasard il pourrait neiger. Comme ça, on est tranquille, on ne pourra pas nous le reprocher. Et moi, j'attends de voir, puisque par exemple, ce décret s'applique à la Côte d'Or, figurez-vous, en Bourgogne, donc dans les vignes. Et moi, j'attends de voir le type qui roule pour aller à son boulot par une belle matinée d'automne ensoleillée, qui se fait arrêter par la police et qui prend une amende parce qu'il n'a pas de pneus neige. Mais j'attends de voir pour qui il va voter. Parce que les gens perdent confiance dans l'État. Et comme ils sentent qu'on ne leur fait pas confiance, eh bien, ils renvoient de manière tout à fait logique et légitime cette défiance à l'expéditeur. Auprès des réfractaires, on crée aussi de véritables hors-la-loi qui, un jour ou l'autre, le payent. Je me rappelle avec une certaine émotion ce paysan de Lunel. Je dis paysan parce que c'est comme ça que se définissent aujourd'hui les agriculteurs eux-mêmes. Qui avait sur le siège passager de son véhicule utilitaire 50 lettres siglées République française, non ouvertes, en disant « moi j'arrête, je ne veux pas faire et mon métier et ça ». Et un jour ou l'autre, et probablement pour une question d'assurance, il sera mis au pied du mur. Et vous voyez ce que ça crée? Ça crée une suspicion permanente, c'est-à-dire que le citoyen, je n'aime pas cette expression, mais les honnêtes gens, disons avec beaucoup de guillemets, se considèrent toujours comme des coupables en puissance, se glissent dans les interstices du système pour essayer d'en vivre de manière relativement cachée, et le pays glisse ainsi dans une forme de douce anarchie, où le Parlement peut continuer à produire des lois. Sur le terrain, on se débrouille. C'est très frappant dans le rôle des préfets que j'ai découvert. Alors moi, j'avais appris que le rôle du préfet était d'appliquer la loi sur le territoire. En fait, j'ai découvert que le préfet était le seul qui pouvait ne pas appliquer la loi sur le territoire. Et c'est ça son rôle aujourd'hui. C'est que quand il y a des injonctions contradictoires entre la DDT et VNF, le préfet va dire « bon, mais ça, on ne fait pas, vous vous calmez, on va faire comme ci, on va faire comme ça ». Bref, c'est une espèce de soupape de bon sens quand les situations deviennent inextricables. Mais évidemment, pour ça, il faut avoir accès au préfet. Et puis, ça dépend de la personnalité du préfet. Vous avez des préfets très légitimistes qui disent « ah ben non, ça doit remonter à l'administration centrale », et puis vous avez des préfets plus flexibles. Voilà. Et donc, le préfet retrouve un espèce de droit, pas de vie ou de mort, mais enfin de vie ou de mort administrative, quelque part, pour débloquer des situations, ce qui est, au fond, très bien, qu'il y ait des soupapes, mais qui, en même temps, reflète l'étendue du problème et, quelque part, la faillite totale de l'état de droit. Et si nous faisons tout ça aujourd'hui, si nous dénonçons ça, mais c'est pour relégitimer l'État qui est aujourd'hui à la fois omniprésent et complètement impuissant et qui, du coup, n'inspire plus aucun respect. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Alors là, mes juristes ont travaillé. Je dois dire que j'aurais pas pu résoudre ça tout seul. Je pense qu'il faut d'abord comprendre que la complexité administrative n'est pas le problème essentiel. Régulièrement, et ce gouvernement le fait aussi, l'administration propose des choses pour que la relation soit plus fluide, pour améliorer tel portail, pour créer tel nouveau compte et tout ça. Ça se fait. Mais le problème, c'est que la complexité administrative découle d'une question beaucoup plus cruciale, qui est la complexité normative. Vous pouvez toujours réformer l'administration. Si vous n'avez pas réformé la fabrique de la norme, eh bien, vous pouvez éventuellement, marginalement, fluidifier quelques procédures. D'accord. Et donc, cette complexité normative, elle est bien identifiée, et tous les présidents de la République, depuis Pompidou, ont voulu s'attaquer au problème. Vous connaissez la phrase de Pompidou, je ne vais pas la répéter. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de référence historique précise, donc à mon sens, elle est apocryphe, mais elle est quand même très jolie. Arrêtez d'emmerder les Français. Il a dit d'ailleurs la même chose en des termes beaucoup plus élégants dans une allocution qu'il a faite au Conseil d'État, donc ça reflète bien sa pensée. Giscard parlait de la marée blanche de la paperasse, Mitterrand de la paperasse qui grignote, etc. etc. Et puis, récemment, le précédent président de la République a proposé un choc de simplification, a nommé une commission pour le faire, présidée par Guillaume Poitrinal et Thierry Mandon, que j'ai rencontrés tous les deux, qui nous font d'ailleurs l'amabilité d'être dans la salle ce soir, que je salue. Et il y a des gens qui, comme Alain Lambert qui est là également,
qui ont fait ce travail, ces rapports, qui ont dénoncé ces choses-là depuis très longtemps. Et vous avez encore une nouvelle loi sous le quinquennat actuel, alors qui était très mal partie puisque c'était une loi de décomplexification. Donc ça partait assez loin sur la simplification. Donc vous avez des gens qui essayent. Et ils me disent tous exactement la même chose. Ils me disent, quand on essaye d'ôter les normes, disons, inutiles ou absurdes, ou qui se redoublent les unes les autres, on détricote un édifice. Donc il faut en rajouter 2 pour tenir la chose. Et puis il y en a 4 pendant ce temps-là qui sont revenus par la fenêtre parce que la machine à produire, elle, est toujours là. Et j'entends qu'aujourd'hui, certains non-candidats veulent créer un haut commissariat à la simplification. Alors ça, je trouve que c'est très fort. De créer une bureaucratie qui aurait pour but de débureaucratiser. Et en fait, c'est la manière dont on s'y prend depuis 50 ou 60 ans, et c'est pour ça que ça n'avance pas. Et nous, ce que nous proposons, ce n'est pas d'identifier quelles normes il faut ôter, c'est de réfléchir à quelles normes il faut garder. Et nous proposons donc une réforme systémique, car ce sujet, c'est un sujet grave, qui ne peut plus tolérer les réformes d'ajustement, d'optimisation marginale, tout ce technopositivisme qui est au fond au pouvoir depuis très longtemps, et qui doit à un moment donné trancher et faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui restructure véritablement notre rapport au droit. Sinon, qu'est-ce qui se passera ? Graeber, l'anthropologue dont je parlais, a sa petite idée. Graeber, il cite les grandes bureaucraties de l'histoire. Égypte, Babylone, Rome. Et il dit à un moment donné, le système n'est plus réformable, ce que dit Weber aussi, et les seuls qui ont la possibilité de le détruire, c'est les barbares. Les barbares qui arrivent de l'extérieur pour mettre par terre un système au fond plus personne ne croit. Et je pense que si nous voulons éviter les barbares, eh bien nous devons être très radicaux dans les propositions que nous ferons. Et donc dans ce manifeste que j'ai coécrit avec Nicolas Gardère, qui a fait vraiment le travail juridique sur le sujet, nous proposons la chose suivante. Nous proposons, dans chacun des grands codes qui structurent notre droit, il y en a environ 75, d'extraire les principes généraux du droit, et d'en extraire entre 50 et 100 par code. Ce n'est pas quelque chose d'utopique, puisque 2 grands juristes, Antoine Lyon-Camp et Robert Badinter, avaient fait exactement cet exercice il y a quelques années, mandatés, je crois, par la présidence précédente, sur le droit du travail. Ils avaient travaillé pendant 1 an avec toutes sortes de commissions, et ils avaient extrait du magma du droit du travail 61 principes qui tiennent en 4 pages, qui sont lisibles, compréhensibles par tous. Et bien sûr, aujourd'hui, ces principes ont une valeur simplement pédagogique, parce que le reste de la législation reste bien sûr en vigueur. Nous, ce que nous proposons, c'est de dire que seuls ces principes ont une valeur législative et que tout le reste est rayé d'un trait de plume. Et si nous faisons ça sur tous les grands codes, nous aboutissons à environ 5000 grands principes, un gros volume de droits, compréhensible par tout citoyen, et qui divise par 100 le nombre de normes actuelles. Alors bien sûr, ça crée un vide. Ça crée un vide, parce que tout d'un coup, on ne vous dit plus à quel centimètre il faut mettre l'échelle. On vous donne juste un grand principe. On vous dit qu'il faut prendre soin de la sécurité de ses salariés, par exemple. Ça crée un vide, et ce vide, il faut le remplir avec quoi ? Il faut le remplir avec du jugement. Il faut le remplir avec de la concertation entre les parties. Bref, il faut le remplir, que ce soit du côté du citoyen ou du côté du juge, avec une forme de responsabilité. Et ainsi, vous redonnerez toute sa vigueur à la loi, qui sera adaptée sur le terrain par des gens qui en comprennent l'esprit, mais qui n'ont pas besoin d'en respecter la lettre au millimètre près. Je vais vous donner des exemples après, mais ce que nous proposons également, ce n'est pas de réduire la fonction publique ou de baisser les dépenses publiques, c'est de remettre la fonction publique sur le terrain et d'ouvrir ce que nous avons appelé des maisons du citoyen. Alors on avait un peu hésité sur le terme, on pensait d'abord maison des citoyens, mais on s'est dit ça fait un peu... oui, les citoyens, c'est un peu les trucs... voyez.
un peu mairie de Paris, quoi. Alors finalement, on a dit du citoyen, c'est le citoyen, sa déclaration des droits de l'homme est du citoyen, le citoyen, comme ça, c'est un terme abstrait qui finalement témoigne mieux de ses racines révolutionnaires. Et donc dans ces maisons du citoyen, vous savez, il y a aujourd'hui les maisons France Service, ça existe déjà. Les maisons France Service, c'est quoi? C'est que comme l'administration a été ôtée des territoires, que les trésoreries locales, par exemple, ont disparu, ont été redirigées vers les grandes villes, les métropoles, etc., eh bien, il a fallu faire le chemin inverse et remettre des fonctionnaires sur le terrain. Donc on est en train d'ouvrir des maisons France Service, où des agents peuvent vous aider un petit peu, c'est-à-dire vous aiguiller, vous présenter un site, vous donner un numéro de téléphone. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que dans la maison du citoyen, les fonctionnaires aient un pouvoir décisionnaire. Et que donc vous allez avec votre dossier de ferme auberge. Alors d'abord, vous avez compris les grands principes généraux du droit qui s'appliquent à la ferme auberge, parce que vous avez pu lire le code du tourisme, le code de l'alimentation, le code de la construction, parce qu'ils sont lisibles. Vous avez fait votre petit schéma de voilà ce que ça va être, ma ferme auberge. Vous allez à la maison du citoyen. Et là, on a le pouvoir de vous dire que oui, ce schéma est valide. Et si tel est le cas, on vous donne une forme de rescrit administratif que vous pouvez opposer à tout contrôle et qui vous redonne ce qui manque tant aujourd'hui, la sécurité juridique. Alors tout ça se fait à droit constant, c'est-à-dire sans changer l'édifice législatif, institutionnel que nous connaissons. Et je pense que ce n'est pas du tout moins protecteur que le droit actuel. Au contraire, vous redonnez accès au droit. C'est au fond l'équivalent de ce qu'a fait la Révolution protestante pour la lecture des textes bibliques. Vous n'avez plus besoin de passer par un intermédiaire, un syndicat, un parti politique, par une interprétation pour lire le texte. Vous pouvez directement lire le texte, vous l'approprier et vous en prévaloir pour connaître vos droits. Donc vous me direz peut-être, ce n'est pas possible. Et quel pays a fait ça? Alors il y a bien des pays qui se sont un peu réformés, comme le Danemark, mais globalement, je suis d'accord avec David Graeber pour dire que ce phénomène, il dépasse largement la France. Le phénomène de bureaucratisation couvre aujourd'hui l'ensemble du monde occidental. Mais en fait, nous avons un bon exemple. Et cet exemple, c'est la France. Nous l'avons déjà fait, ce travail. Quand, en 1804, le premier consul Bonaparte a demandé à un certain nombre de juristes, dont Jean-Étienne-Marie Portalis, de réécrire les grands codes. Parce que la Révolution française, elle est née aussi de la complexité du droit féodal qui est maintes fois dénoncée dans les cahiers de doléances. Et Napoléon a dit aux juristes, vous me prenez ce qui existe là, partout, et vous me réécrivez ça en bon français. Ça a pris 1 an, Portalis en a fait le code civil. C'est pour ça que nous avons appelé notre projet le projet Portalis. Nous pouvons le faire, nous l'avons déjà fait. Je crois que c'est la première fois que Portalis se fait ovationner depuis 2 siècles. Bon, vous me direz, oui, mais de toute façon, l'administration ne va jamais le faire. Bon, je pense que notre administration a les qualités de ses défauts. Elle est centralisée, légitimiste et non corrompue. Elle peut, et je pense même d'ailleurs qu'elle veut le faire. Et on a déjà prouvé politiquement, notamment avec, pour moi, la plus grande réforme de simplification des 20 dernières années, quoi qu'on en pense, qui est celle de l'auto-entrepreneur. D'ailleurs, je salue Hervé Novelli, qui est là dans la salle. 4 millions, voilà. On peut le faire. On peut le faire, on peut l'imposer si la volonté politique est claire. Et si surtout, cette volonté a été portée au plus haut niveau. Et dans le système actuel, que je regrette, c'est le niveau présidentiel. Parce que vous ne pouvez pas demander à un secrétaire d'État de faire ça, qui va devoir aller ensuite en comité interministériel pour justifier telle norme, tel truc. Ça doit être une priorité politique, centrale, première, matricielle. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait après, quand on a fait tout le reste. Alors sur ce nouveau système, qui est au fond une nouvelle manière de vivre en société, hein, c'est une vraie rupture de faire ça, de créer cet espace de liberté, au fond, pour chacun d'entre nous. Je vais vous donner un exemple, vous en trouverez d'autres dans le livre. Je vais vous donner un exemple évidemment un peu cocasse, mais je vais directement sur le sujet le plus sensible, qui est celui du Code du travail. Comme ça sera fait. Aujourd'hui, le Code du travail vous explique, donc c'est marqué dans la loi, que lors d'un pot d'entreprise, vous avez le droit de boire du vin, du calva et du poiré, et pas d'alcool fort.
Alors, je ne sais pas quel est le lobbyiste normand qui a réussi à obtenir ça, mais c'est très fort. Et ça veut dire que vous pouvez être complètement bourré au poiré, après en avoir bu 10 litres, ça va. Mais si vous buvez un verre de Morito, c'est pas possible. Alors, peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà fait des pots d'entreprise, donc probablement, comme je le disais au début, vous êtes tous hors la loi, parce que probablement vous avez bu un verre d'autre chose. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je vous parlais de Badinter, Lyon-Caen au début. Ben, on va les reprendre, on va les citer, c'est encore plus simple, ils l'ont déjà fait sur le Code du travail. Que dit l'article 39 des 61 articles de Badinter, Lyon-Caen? L'article 39 dit « L'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des salariés dans tous les domaines. » Et bien voilà, c'est clair. Ça veut dire qu'il doit éviter que les gens soient complètement ivres, qu'il doit vérifier à ce que les équilibres soient respectés. Mais ça, c'est clair, non? Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre du point de vue du salarié, ça peut se faire respecter par le juge. Autre exemple, qui est cité par Jean-Ludovic Silicani dans le rapport qu'on avait déjà fait sur le sujet, celui du handicap. C'est parfaitement légitime de s'occuper du handicap, et vous savez qu'aujourd'hui, toutes les maires qu'on rencontre râlent parce qu'il faut ajuster la rampe pour que les fauteuils roulants puissent accéder aux bâtiments publics, et qu'on construit une rampe, mais qu'après les bâtiments historiques disent que c'est pas possible, alors il faut détruire la rampe, on la reconstruit, mais elle fait 13 degrés alors qu'il faut qu'elle fasse 15 degrés, donc il faut la redémolir, la reconstruire, et après qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite dame qui tombe sur la rampe et qui fait un procès à la mairie. Bon, et vous avez donc 40 pages qui vous expliquent exactement les mesures, les circonstances, les horaires et tout ça. Et nous, ce qu'on propose, c'est de dire tout handicapé doit avoir accès au bâtiment public, toute personne handicapée doit avoir accès au bâtiment public, point. La manière dont vous organisez sur le terrain, ça vous regarde. Ça doit être fait en concertation avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes, et bien sûr, ceux qui déraillent doivent être sanctionnés par le juge. Mais le juge, dans ce cas-là, juge l'erreur manifeste, concept que nous proposons de transposer du droit administratif au droit civil. Et il laisse aux gens cet espace de débrouillardise, au fond, de créativité, qui fait qu'en se débrouillant, on a respecté le droit, ça va, ça passe. Mais vous voyez, c'est à l'inverse total de la logique actuelle. Alors bien sûr, pour faire ça, il faut comprendre contre qui on se bat. Et je pense qu'on se bat en grande partie contre nous-mêmes et contre notre propre modèle de société. Parce que notre modèle de société reste très ancré dans une tradition jacobine, verticale, centralisatrice. Et que proposer la simplification, c'est mettre en cause ce paradigme multiséculaire. Alors certains le font commencer à Clovis, d'autres à Henri IV, d'autres à Colbert, d'autres à Napoléon, d'autres à De Gaulle, j'en sais rien. Mais enfin, clairement, aujourd'hui, Tocqueville l'avait analysé, on vit dans cette société qui est très administrée parce qu'elle est très verticale et qu'elle croit au pouvoir vertical. Et je pense que ça se voit un peu dans tous les secteurs de la vie en société. On est à peu près le seul pays qui nomme les fonctionnaires des serviteurs de l'État. Ils en sont fiers, ils servent l'État, mais ils ne servent pas l'État. Ils servent les citoyens, ils servent le public. Les public servants ne sont pas des state servants. Et c'est pareil dans l'entreprise, où le lien de subordination reste si fort. Et c'est pareil dans l'école, où malgré les réformes des dernières décennies, on n'arrive pas à casser le rapport très directif, très paternaliste, très autoritaire du maître à l'élève. C'est pareil, si vous me poussez un peu, je dirais, j'improvise un peu, mais dans mon domaine, l'écriture, je trouve que la langue française était incroyablement flamboyante du temps de Montaigne. Montaigne, il prenait des mots de partout, il en inventait, il en prenait du gascon, du latin, du français, de l'italien, il mélangeait tout ça, il créait sa langue. Puis vous avez eu l'Académie française, et après vous avez Racine et Corneille. Et le nombre de mots a considérablement diminué, parce que nous aimons ces structures centrales qui nous disent ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire avec quels mots, et ce qu'il faut faire. Et bien sûr, l'apogée de ça, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel, qui, me semble-t-il, est quelque chose de catastrophique pour notre démocratie, depuis donc 1962, qui est sans cesse renforcé par le passage au quinquennat, par l'inversion des calendriers électoraux, par le fait que maintenant l'élection d'un homme devient matricielle sur tout le champ politique du pays, et que du coup cet homme est guérisseur d'écrouelles, que tout passe par lui, et que le moindre pavé de travers lui est imputé.
Et j'ai le sentiment que tous les politiques partagent cette vision très verticale, étatiste de la société. Bon, Mélenchon, lui, fait explicitement de Robespierre son modèle. Donc, c'est clair. C'est Robespierre, celui qui disait qu'il ne faut pas qu'il y ait de jurisprudence. Il faut qu'il y ait de la loi pour tout, partout, parce que comme ça, les êtres seront égaux. Bon, mais il n'y a pas que Mélenchon. Quand Le Point a récemment posé aux différents candidats de centre-droit, ou centre-droit, enfin, c'est plus tellement du centre-droit d'ailleurs, disons aux candidats des Républicains, la question de savoir s'ils préféraient Colbert ou Turgot. Enfin, mais ça tombe sous le sens. Enfin, je veux dire, Colbert, c'est celui qui a quand même mis en prison Fouquet, et le Nord, dénoncé par Madame de Sévigné, l'homme froid, qui a fait exécuter 30 000 artisans parce qu'ils n'étaient pas membres des corporations qu'il a créées. Enfin, c'est quand même pas sorcier, cette question. Et Turgot, c'est celui qui a essayé de faire les réformes qui ont été faites après, dans le sang, par les révolutionnaires français. Eh bien, la plupart des candidats répondaient benoîtement Colbert. Et voilà pourquoi nous sommes dans ce que Perfit appelait dans les années 70 une société de défiance, terme qui a été repris avec succès par 2 économistes il y a 15 ans, Cahu, Calgan, qui ont encore écrit un livre sur la société de défiance. Évidemment, quand vous avez un pouvoir central autoritaire, vous vous en défiez. Et vous jouez au chat et à la souris avec l'autorité. Au fond, l'autorité nous prend pour des enfants, mais nous nous comportons comme des enfants. Et il me semble que la gestion de la pandémie a complètement mis en lumière ce phénomène. D'abord parce que l'instauration d'un état d'urgence a vidé le Parlement du reste de ses pouvoirs. Il faut quand même se rendre compte que nous sommes toujours en état d'urgence, même si maintenant l'état d'urgence s'appelle sortie de l'état d'urgence, ça c'est très fort aussi. Nous sommes toujours en état d'urgence. Nos pays voisins ont continué à avoir, durant la pandémie, des parlements fonctionnels. Le Premier ministre britannique doit répondre aux critiques des députés conservateurs sur sa gestion de la pandémie ou sur des mesures précises qu'il veut mettre en œuvre. Pareil au Bundestag. Alors, nous sommes en état d'urgence. Voilà. Et donc, sur les 6 dernières années, nous avons davantage été en état d'urgence qu'en état normal, qui lui-même devient en fait l'état d'urgence, parce que l'urgence devenant le normal. D'abord pour ça, et puis aussi parce que les attestations ont été quand même un chef-d'œuvre bureaucratique français, vraiment un chef-d'œuvre, qui a montré à tout le monde ce que c'était qu'une administration qui doit produire de la norme vite, et en essayant de prévoir tous les cas particuliers. Donc, si vous avez des rues qui serpentent, peut-être que les 1 km peuvent être, mais alors si elles serpentent, à quel angle, ça, il faut voir. Peut-être que la règle d'1 km peut être élargie. Si vous avez des chevaux, par exemple, alors j'étais concerné par le sujet, parce que tous les propriétaires de chevaux pouvaient aller voir leur monture. Alors du coup, tout le monde a acheté des chevaux, non, mais je vous jure, les gens ont co-acheté des chevaux pour pouvoir circuler, en disant « je vais voir mon cheval, je vais en prendre soin ». Moi, j'avais un ami qui laissait une laisse de chien dans sa poche. Comme ça, s'il était arrêté, il disait « j'étais avec mon chien, que j'ai le droit de promener sur plus d'1 kilomètre, mais il s'est échappé ». Donc les gens ont été très créatifs, c'est sûr. Dans cette désobéissance civile permanente, nous créons un spectacle, parfois très amusant pour nous-mêmes, mais au fond, les gens n'avaient plus du tout peur du virus, ils avaient peur du gendarme, ils avaient peur de la police. Et ça reflète très bien le fait que quand vous voulez prévoir tous les cas particuliers, en fait, la vie vous échappe. La dernière étant, mais je le dis à peine parce que je pense que c'est une blague, le masque au ski. Je pense que c'est une blague, je pense que c'est pas possible. Mais enfin, sérieusement, moi, je cauchemarde quand même, et c'est profond. Je pense qu'il y a ce qui me gêne le plus profondément dans la société qui arrive, qui est également de mon côté, mais j'ai vraiment l'impression de rentrer dans une société de surveillance très dure, où le contrôle devient permanent, et où l'espace public est divisé en sas, et où il faut constamment montrer patte blanche pour pouvoir circuler, pour pouvoir vivre. Et je pense qu'on atteint un point de rupture, soit dans la révolte, soit dans l'acceptation et la passivité. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'interprétations des Gilets jaunes, je ne veux pas trop m'y risquer. Mon point de vue, néanmoins, c'est que ce mouvement est né d'une norme de plus, et tous les gens que j'ai rencontrés sur le territoire étaient plus ou moins Gilets jaunes, soit actifs, soit soutenant les Gilets jaunes. Enfin, c'est juste naturel, c'est normal en fait d'être Gilets jaunes dans le pays. Et c'est une norme de plus, une norme prise sans concertation, une norme prise de manière homogène depuis Paris,
Et que veulent les gens quand ils vont se rassembler sur les ronds-points ou qui réclament des référendums d'initiative populaire, d'initiative citoyenne? Ils veulent pouvoir parler, ils veulent pouvoir agir eux-mêmes, ils veulent pouvoir trouver des solutions eux-mêmes, sans qu'on leur dise toujours quoi faire et comment, et de manière uniforme sur tout le territoire. Et la manière dont a été gérée cette crise est magique. Le grand débat. Le grand débat, vous vous rappelez, c'est un homme qui allait dans les salles des fêtes, qui rassemblait les gens, et qui, sans notes, sans conseiller, répondait à toutes les questions. On a un problème de voirie. Ah, ça, c'est juste. Alors, il faut voir. Mais nous, on fait ça. On a un plan sur la voirie. Et puis, il faut voir avec mon administration. Et puis, il faut voir avec la région et tout ça. Et nous, on a un problème de poubelles. Les poubelles, c'est important. Et donc, ça maintenait le mythe qui est exactement, à mon avis, à l'origine de tout ce problème, qu'un seul homme, qu'un seul esprit, dans une société aussi complexe que la nôtre, peut tout résoudre. Et ce qui est paradoxal, c'est que certains nous disent aujourd'hui qu'il faut plus d'ordre et plus d'autorité. Et là, il y a, je pense, deux analyses qui sont complètement opposées. Est-ce qu'une société a besoin de plus d'autorité ou est-ce qu'une société est au contraire subit l'excès d'autorité? Et là, je pense qu'il y a peut-être deux concepts à distinguer, l'autorité et l'ordre. Oui, nous avons une crise de désordre. Moi, je pense que le désordre naît de l'autorité verticale. Vous mettez un chef, un vrai, un militaire ou autre à la tête du pays, et vous allez avoir un désordre total. Alors que l'ordre le plus stable, le plus profond, le plus sûr, eh bien, il naît de la concertation, il naît de manière spontanée, il naît de l'accord entre les gens, et c'est là que vous lui donnez un caractère pérenne. Et tout ça, ce n'est pas complètement de la théorie. J'ai été voir des médiateurs à Bordeaux. Alors la médiation, c'est heureux, c'est quelque chose qui se développe pour traiter des problèmes de justice ou pour les petits litiges de moins de 5 000 €, je crois. Avant d'aller voir le juge, on va voir le médiateur. Donc j'ai parlé à ces médiateurs. Les médiateurs, qu'est-ce qu'ils font? Simplement, ils réunissent deux personnes qui portent plainte parce qu'à cause de la haie, du chien qui aboie, de la tondeuse, de tout ça, ils les mettent dans une pièce et ils leur demandent de se parler. C'est tout. Et dans 75% des cas, ça suffit. Et il n'y a pas besoin de faire intervenir de la loi. La loi, elle dit que les haies ne doivent pas dépasser 2 mètres. Tout est dans la loi, de toute façon. Mais là, si les deux s'accordent sur 2,10 m, ou s'ils comprennent leurs problèmes les uns les autres, s'ils arrivent à faire un compromis, eh bien ça suffit. Le médiateur, il ne dit rien. Il ne va pas dire non, la loi dit ci ou ça. Et ça, c'est pérenne. Alors que l'autorité, elle, va créer de manière brutale, arbitraire, violente, une solution qui sera instable, parce qu'elle peut toujours être remise en cause. Et donc, ce que je veux vous dire au final, c'est que simplifier, c'est un vrai projet de société qui retourne un peu nos habitudes. C'est faire confiance au plus petit échelon, l'individu, la municipalité, la petite entreprise. Et Portalis dit bien que les lois positives ne sauraient jamais entièrement remplacer l'usage de la raison naturelle dans les affaires de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous simplifiez, vous laissez cet espace où les gens peuvent raisonner, exercer leur raison. Vous acceptez la diversité des points de vue, et aussi vous acceptez, et là c'est peut-être le point de blocage central, le risque et l'incertitude. Oui, si vous voulez un monde sans incertitude, eh bien vous allez vivre dans une prison à ciel ouvert. Et c'est un peu le modèle asiatique que beaucoup ont en tête aujourd'hui. Et oui, si vous voulez simplifier, eh bien vous devez vous réconcilier avec le fait qu'il y a des accidents, des incidents qui sont la faute à personne, sur lesquels on ne peut pas forcément se reporter ou reporter une responsabilité, et qui arrivent parce que, comme dit Charles Bovary dans la seule belle phrase qu'il a dite, c'est Flaubert qui le dit, c'est la faute à la fatalité. Et si nous n'acceptons pas ce risque-là, cette incertitude, c'est nous-mêmes qui continuerons à nous mettre les fers aux pieds. Et tout ça repose, je parlais de défiance au début, de la société de défiance. Et pour que tout ça marche, évidemment, ça repose sur la confiance, clairement. La confiance qu'on fait aux individus, la confiance qu'on peut se faire les uns aux autres. Et ça, c'est presque une question métaphysique sur, quelque part, la nature humaine. Est-ce qu'on doit faire confiance aux gens?
Et donc, parce que c'est un concept métaphysique, je vais mobiliser des philosophes. Et notre Montaigne, qui m'intéresse tant ces temps-ci. Et Montaigne, il a cette conception qui, moi, m'a beaucoup fait réfléchir, qui est de dire qu'il faut donner la confiance pour pouvoir la recevoir. Et c'est ce qu'il fait, il raconte un certain nombre d'incidents où il est, d'incidents, même de tragédies, où il est kidnappé par des bandits, parce que ça arrivait quand même régulièrement à l'époque, donc 2 fois au moins dans sa vie. Et il dit « Je m'en sors par mon air avenant. Et toujours, c'est en faisant confiance aux gens que je finis par les obliger. » Il explique par exemple qu'il va donner en voyage tout son argent à un valet. Et il fait exprès de lui donner tout. Pourquoi ? Parce que je l'oblige à bien faire par une si abandonnée confiance. Alors qu'à l'inverse, la défiance attire l'offense. Et plus vous vous barricadez, bien sûr, plus vous allez devoir vous barricader. Et le rêve de Montaigne, en revanche, c'est une société où les champs sont séparés, où les propriétés sont séparées par un simple fil de coton. Et où en faisant ainsi confiance aux gens, en vous mettant quelque part en position de vulnérabilité, comme il faisait lui-même en laissant son château relativement sans garde, quelque part, vous créez la sécurité. Alors vous allez me dire, tout ça est quand même un peu fumeux, n'est pas à la hauteur des enjeux de sécurité, de machin. Moi, je me suis beaucoup baladé dans le monde avant de faire ces voyages en France. Les années précédentes, c'est un peu ma méthode d'associer le terrain, les idées. Et j'étais dans le monde voir le microcrédit au Pérou, voir les entrepreneurs au Rwanda et voir les prisonniers en Finlande. Je voudrais juste vous parler de cette expérience, parce que de toutes ces expériences, j'ai retenu la même chose, que quand vous donnez des libertés aux gens, ils en font un usage rationnel. Mais je vais juste vous parler de la Finlande. Et donc en Finlande, je me suis fait mettre en prison. Vous voyez, j'ai vraiment un rapport bizarre à la norme, puisque, alors que j'avais rien fait, j'ai été me constituer prisonnier. J'étais dans une prison, une drôle de prison, une prison ouverte. Je ne sais pas si vous connaissez, il y en a une en France, en Corse, par hasard, puisque là, ils ne vont pas s'échapper. Mais alors, la prison ouverte, c'est une prison sans mur. La définition de la prison ouverte, c'est une prison dont aucun moyen physique ou matériel ne vous empêche de vous échapper. Et on met dans ces prisons, donc ça ressemble à des sortes de camps de vacances à côté d'un lac, puis vous avez une limite qui est tracée dans le sol. Vous n'avez aucun gardien, aucun mirador. Vous avez quelques gardiens au milieu qui sont plutôt des assistants sociaux que des gardiens, qui d'ailleurs n'ont pas d'armes. Mais ils mettent dans ces prisons, les Finlandais, 1/3 de leurs détenus, donc c'est pas rien. Les Finlandais ne sont pas spécialement des tendres. Et ce qui est important, c'est qu'ils leur font signer une sorte de contrat moral au début. Disant, tu viens là, on te fait confiance. Et donc, il faut que tu sois digne de cette confiance. Ça paraît complètement fou. Ça paraît fou, mais ça fait 30 ans que c'est le cas et ça marche. Vous avez moins d'évasion des prisons ouvertes que des prisons fermées. Et évidemment, ça coûte moins cher, en plus, à la société. Et vous avez bien sûr, à la sortie, beaucoup moins de récidives. Parce que alors, il y a quand même, dans le règlement intérieur de la prison, il est dit quand même, merci de fermer à clé la porte de votre chambre quand vous sortez, dans une prison. Bon. Et vous voyez ce qui se passe. Ils recréent des espaces de responsabilité. Par exemple, les prisonniers doivent se faire la cuisine. Alors, ils s'arrangent par module, les tours de cuisine et tout ça, mais dans une prison fermée, vous ne faites rien, on vous apporte des plateaux repas. Vous ne voulez pas travailler, vous ne travaillez pas, vous restez dans votre chambre toute la journée. C'est très facile en un sens. Et c'est l'autorité pure. Et les prisons ouvertes, ça marche. Donc je ne pense pas qu'il y ait de malédiction culturelle, je ne pense pas que les Français soient plus indisciplinés que les autres, je pense que c'est une question d'institution, d'incitation. Et d'ailleurs, mon voyage en France m'a plutôt conforté, parce que j'ai été accueilli avec une hospitalité, une générosité incroyable le long du voyage. En fait, cette générosité, elle est là, mais il faut la susciter. Il faut susciter la confiance quand on arrive et que personne ne vous connaît. Il faut avoir le bon sourire, le bon mot, le bon geste, qui fait qu'on fait confiance à un autre être humain, et ça marche. Et moi, je pense que nous sommes dans un pays qui ne demande qu'à s'épanouir. Nous sommes un des pays d'ailleurs les plus généreux au monde, puisque nous sommes le pays où il y a le plus de bénévoles au monde. Un adulte sur 4 est engagé dans une association. Et on voit se créer sur le terrain, dans le pays, ces réseaux de solidarité entre les gens, mais qui sont quasi clandestins, parce qu'ils ont du mal à se structurer légalement à cause précisément du problème normatif que nous évoquions. Alors, cette simplification, me semble-t-il, elle n'est pas seulement réservée à des aspects juridiques. Elle donne des solutions pour tous les domaines de la vie en société. Elle permet de tirer des fils et j'espère, de résoudre des nœuds qui concernent à peu près tous les champs de la politique publique.
Mais pour ça, il faut prendre ça comme une question matricielle, c'est-à-dire que ce qu'on fait d'habitude, c'est des grands plans de transformation qui rajoutent des couches et des couches et des couches de bureaucratie, puis après on dit par ailleurs on va simplifier ce qu'on vient de créer. Ce que je propose, c'est de faire de la simplification le premier des projets et de voir ce qu'elle entraîne. Et c'est la fin de la citation de Pompidou qui est en fait plus belle que le début. C'est arrêter d'emmerder les Français, et ensuite il dit laissez-les faire un peu et vous verrez que tout ira mieux. Alors quoi? Je vous propose 2 exemples. Et encore une fois, ce n'est pas des exemples faciles, c'est pour ça que je les prends pour essayer de tirer le raisonnement à son maximum. D'abord sur la prospérité, le pouvoir d'achat, la croissance économique. Moi, je pourrais vous dire qu'on chiffre aujourd'hui la suradministration à 3% du PIB. Je peux vous dire de manière plus concrète que dans les activités que nous avions évoquées au début, que les gens sont inhibés au fond à poursuivre, eh bien sûr, une simplification permettrait de retrouver de l'air, du souffle, du bonheur, tout simplement. Puis je voudrais vous citer un exemple plus anecdotique, puisque j'ai débattu pour l'Express avec Arnaud Montebourg. Et Arnaud Montebourg disait que oui, la simplification, bon, c'est un problème, c'est important, la simplification. Et bon, mais voilà. Et puis, à un moment donné, il s'anime parce que le journaliste lui dit mais vous, racontez-nous un peu votre expérience d'entrepreneur, parce qu'il fait maintenant des vraies choses, puisqu'il fait notamment des glaces, vous savez, pour la mémère, ça s'appelle. Et donc, il permet de transformer à la ferme le lait en glace. Très bonne chose. Et pour ça, il a besoin de conteneurs, des espèces de conteneurs de transformation qu'il met en place dans les différentes fermes. Et là, il dit mais c'est dingue. Et là, il s'anime. Hein. Il dit mais pour mettre un conteneur, mais il faut. C'est quand même passé un projet Céveso, un conteneur. Et puis, il faut demander à 6 commissions différentes. Et heureusement que je connais le préfet, me dit-il. Voilà, et c'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème dont il s'est aperçu dans la pratique et qu'il ne peut transcender, et encore, que parce que il va avoir un accès que d'autres n'ont pas. Et alors, je lui dis, oui, mais alors comme ministre, qu'est-ce que vous avez fait pour ça, avant d'être entrepreneur ? Et il me dit, ah, mais comme ministre, c'était important. D'ailleurs, j'ai proposé de supprimer 500 normes. Et bon, il y en a 500 000, hein, vous vous rappelez au début. Donc, c'est déjà modeste, mais enfin, c'est un petit début. Et il me dit, et au final, on n'en a retenu que 5, c'est scandaleux. Je lui dis, ah, c'est vrai, c'est scandaleux, il faut démissionner dans ces cas-là. Il dit, oui, mais bon, la simplification, c'est important, mais le plus important, c'était le redressement productif. Et c'est là, en fait, que ces logiques s'opposent. Je dis, mais en fait, la simplification, elle va entraîner toute seule le redressement productif. Il n'y aura pas besoin de faire des grands plans pour résoudre des problèmes qu'on s'est causés nous-mêmes. On va directement traiter le mal à la racine. Et puis, deuxième problème que je voudrais aborder de front, puisqu'il préoccupe beaucoup aujourd'hui, c'est celui de la sécurité. Et je pense qu'on peut résoudre le paradoxe actuel, comme l'a fait d'ailleurs un flic qui a démissionné il y a 6 mois, par cette formule que les honnêtes gens craignent la police, qui elle-même craint les voyous. Et qu'aujourd'hui, vous constatez, c'est les chiffres du PLF 2021, une chute continue du taux d'engagement sur le terrain de la police, tombé à 36%. Que dit le législateur pudiquement? Qu'il faut alléger les tâches de procédure pénale. La vérité, je vous la donne de manière un peu brute, puisque je ne vais que citer un témoignage que nous avons reçu sur notre site, donc je le cite tel qu'il a été écrit, d'un policier de terrain, lors de l'interpellation d'une personne ayant enfreint la loi, nous rédigeons un procès verbal qui dure des fois plusieurs heures, alors que la dite personne est déjà dehors en train de reprendre sa vie, même pas 15 minutes après son arrivée au commissariat. Et à ce problème de complexité, qui est un pur problème de complexité, s'ajoute évidemment la bureaucratie interne, la politique du chiffre. C'est mon interprétation de Bac Nord. Bac Nord, ça n'est qu'un film, mais comme tout le monde en parle et que j'ai l'impression que le débat politique est en train de s'organiser autour de Bac Nord, il faut proposer une interprétation légèrement différente. L'interprétation qu'on en fait généralement, c'est « Ah oui, vous voyez, des zones de non-droit, c'est horrible ». C'est vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à un moment donné, le flic de terrain de dire au commissaire « Je vais y aller, on va rétablir l'ordre, on va prendre des équipes et tout ça ». Qu'est-ce qu'il lui dit le commissaire? Il dit « Non, 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 il faut faire du chiffre. Alors, il faut plutôt aller me chercher les vendeurs à la sauvette sur le marché. » Et là, on est au cœur de tout ce problème, parce que les vendeurs à la sauvette, pourquoi c'est des vendeurs à la sauvette? Mais parce que c'est trop compliqué de s'enregistrer comme vrais vendeurs. En l'occurrence, c'est pas bien, ils vendent des tortues, les tortues sont protégées, d'accord. Admettons qu'ils vendent des cacahuètes, d'accord, juste pour la démonstration. C'est ce que dit Hernando de Soto sur les pays du tiers-monde. Il dit, mais les vrais acteurs économiques, c'est les mecs des marchés clandestins, parce qu'ils font simplement
Ils vivent, ils font leur activité. Et en fait, pourquoi ils sont illégaux? Pourquoi on peut toujours les choper? On débarque sur le marché, on en prend 3, évidemment, on va leur trouver des problèmes. Mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'organiser comme de vraies entreprises, de respecter tout le monde. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas. Et pourtant, c'est eux qui forment le tissu économique actif du pays. Et donc, dans Mac-Nord, la police va s'acharner sur eux pour faire du chiffre, sans effectivement oser rétablir l'état de droit là où il est lacunaire. Et donc, libérer la police des tâches indues, augmenter son taux d'engagement sur le terrain, me semble une réponse assez forte et à coût zéro aux questions qui sont les questions en fait, dont on traite depuis le début, qui sont les questions d'état de droit. Donc ça, c'est les réformes, c'est 2 exemples de réformes à droit constant. Okay, on simplifie, qu'est-ce que ça donne sur les grands sujets de politique publique. Mais il y a aussi des réformes structurelles qui peuvent être accouchées par l'idée de simplifier. Et j'en citerai, là aussi, pour ne pas être trop long, excusez-moi, oui, effectivement, je suis trop long. Je suis vraiment trop long. Bon, on pourrait en citer 2. Et la première réforme, et c'est des réformes, évidemment, et tout se rejoint, et quelque part, tout est cohérent, c'est des réformes qui me tiennent à cœur, parce que c'est des réformes sur lesquelles je travaille depuis plusieurs années maintenant, mais qui, elles aussi, sont issues de ce fil de la simplification. Et ces 2 réformes, c'est le revenu universel d'un côté, et l'autonomie locale de l'autre. Alors, sur le revenu universel, c'est un sujet tellement chargé idéologiquement que je ne vais même pas essayer de vous convaincre. Donc moi, je pense qu'il faut, dans une société développée, que chacun ait de quoi vivre, que pour que chacun ait de quoi vivre, il faut lui donner un peu de liberté réelle, etc. Mais enfin, ne parlons même pas de ça. Je vais simplement vous décrire la situation actuelle de quelqu'un qui est, parce que la société estime qu'on ne peut pas laisser les gens juste mourir de faim, donc les gens ont accès à des revenus minimaux, en l'occurrence le RSA. Je vais vous décrire ce que c'est que le RSA aujourd'hui pour que vous compreniez que la bureaucratie, ça peut nous embêter, nous, mais les gens qui sont les plus démunis, ça les tue. Aujourd'hui, vous avez 18 000 règles de droit différentes qui s'appliquent aux 90 milliards de prestations sociales. Vous avez un système devenu incompréhensible, de manière intéressante dénoncé par Ken Loach, qui est un vrai homme de gauche, qui a toujours dénoncé les injustices sociales et qui s'en est pris à la bureaucratie sociale dans un film qui a eu la Palme d'Or à Cannes, moi, Daniel Blake. Mais en France, je vais vous raconter ce que c'est. Vous savez que le non-recours au RSA est estimé entre 1 et 2 tiers des bénéficiaires potentiels selon les calculs. Et que les rapports du Secours catholique nous disent que c'est en grande partie lié à des problèmes d'administration parce que les formulaires sont juste trop compliqués à remplir et surtout demandent, exigent des pièces que les bénéficiaires ne peuvent pas avoir étant donné leur situation. Donc, comme toujours dans un système complexe, ça crée des outsiders qui n'ont rien et des insiders qui effectivement en profitent parce que la fraude existe aussi, parce que dans un système complexe, quand vous le connaissez bien, vous pouvez frauder. Et je vais prendre l'exemple que cite Marc de Basquiat, que je salue également ce soir, dans son livre « L'ingénieur du revenu universel ». Il prend l'exemple de Nathalie. Et Nathalie, voilà les pièces qu'on lui demande pour obtenir son RSA. Donc elle n'a plus de revenus, elle doit subvenir notamment aux besoins de sa famille. Elle est dans une situation très difficile, elle essaye de monter une petite activité. Et voilà ce qu'on lui demande dans les 15 jours. Pièce d'identité au titre de séjour, livret de famille, ordonnance ou jugement de divorce, attestation de sécurité sociale, passeport, l'original, à apporter en main propre sur place au service de la préfecture, copie intégrale des revenus bancaires sur l'ensemble des comptes et livrets d'épargne, avis d'imposition des 2 dernières années recto verso, bail ou titre de propriété, taxe d'habitation, taxe foncière, dernière quittance de loyer, contrat de prêt immobilier, dernière facture de fournisseur d'électricité, de gaz et d'eau, assurance habitation, cabis de moins de 3 mois, copie des statuts de la société, bilan de l'activité, justificatif d'inscription au statut du micro-entrepreneur, 3 derniers trimestres de cotisation RSI et livre de recettes. Okay. Tout ça pour avoir le minimum vital pour vivre. Et donc, évidemment, elle n'y arrive pas à réunir toutes les pièces. Il y en a une qui manque. Et le cabis, elle ne l'a pas, elle ne l'a plus, elle ne sait plus. Elle ne sait même pas ce que c'est que le cabis. Et résultat, elle a rien, elle a 0. Voilà. C'est aussi une galère pour le conserver, une fois qu'on l'a eu. Et moi, je reçois beaucoup de lettres de gens qui sont au RSA et qui me disent « Votre système de revenu universel ne changerait pas grand-chose pour moi sur le plan financier, mais il changerait tout dans ma vie. Parce qu'au lieu d'être une sorte de mendiant professionnel, à toujours avoir peur, et c'est ça l'insécurité juridique dont on parle liée à la complexité, de toujours avoir peur de la décision des CAF, j'aurai une base stable.
Vous n'avez qu'à lire le début de Vernon Subutex de Virginie Despentes pour voir à quoi ressemble un entretien avec les CAF. Parce qu'une fois que vous avez le RSA, vous devez vous entretenir avec les assistants des CAF et prouver que vous cherchez un emploi. Et donc pour le prouver, suivant votre activité, c'est pas juste j'envoie des CV, ça peut être des choses compliquées, donc des choses que les gens n'arrivent pas à faire. Et donc là, ils peuvent aussi perdre leurs droits. Et puis vous avez derrière tout ça des contrôles. Parce que comme il y a un système très complexe, il faut bien le contrôler. Est-ce que vous imaginez que la CAF envoie des contrôleurs chez les gens le matin, qui sont donc habilités à rentrer dans leur appartement pour vérifier s'ils ne vivent pas en couple, délit. S'ils ne vivent pas en couple, donc ils vérifient combien il y a d'oreillers dans le lit. Non mais vraiment, vous avez des attendus de procès où c'est marqué combien il y a d'oreillers dans le lit, combien il y a de brosses à dents dans le verre à dents. Puis ils demandent, les gens disent on cohabite. Ils disent ah non, vous cohabitez, pas vraiment. Vous voyez jusqu'où ça peut aller comme intrusion. Parce que s'ils sont en couple, le RSA est conjugalisé, et donc il faut qu'ils remboursent des indus, et on leur demande 624 € d'indus, et ils ne peuvent pas les payer, et donc ils perdent le bénéfice du RSA, etc. Et la machine infernale commence à s'enclencher. Et le directeur des CAF, l'ancien, a publié un blog magnifique où il explique que c'est scandaleux. Il a été voir la ministre lui a dit « Pourquoi vous faites des choses comme ça ?» Il lui a dit « Madame la ministre, c'est la loi. Et je ne fais qu'appliquer la loi. Je suis fonctionnaire, je dois appliquer la loi. » Et le revenu universel, je ne vais pas rentrer dans les détails du schéma qu'on propose, qu'on a baptisé le LIBER, mais le revenu universel, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une automatisation globalement du RSA, ou un montant légèrement supérieur, une automatisation qui fait que vous n'avez plus à rentrer dans tout cet univers, ce labyrinthe, dont en fait vous ne sortez pas indemne parce qu'il vous transforme en assisté. Alors que si vous donnez une base stable, les gens vont faire quelque chose de leur vie. Croyez-y, ayez confiance en la nature humaine. Et je ne vous le dis pas simplement en pétition de principe. Vous avez des expérimentations qui ont été faites en Inde par Guy Standing qui montrent que quand vous donnez aux gens de quoi survivre, sans rien leur dire, de manière inconditionnelle, ils font des choix rationnels, des choix plus rationnels que ceux qu'aurait fait l'administration à leur place, parce que l'individu est le mieux placé pour comprendre ses propres besoins. C'est quelque chose que j'ai vu moi-même au Brésil, dans des petits villages où ils expérimentent le revenu universel à 2 heures au nord de Sao Paulo, où les gens font un usage rationnel et différencié de leurs revenus, parce que certains en ont besoin pour une chose, pour un ticket de métro pour la ville, pour aller chercher du boulot, d'autres en ont besoin pour se payer un stage de coiffure, enfin bref, les gens s'inventent une vie avec ça. Ne croyez pas qu'ils vont rester sans rien faire. Et c'est le même principe de confiance auquel j'appelais au début. Et la deuxième grande réforme que je voudrais évoquer, qui est une réforme de simplification, c'est bien sûr l'autonomie locale, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est perdu, on l'avait vu dans la vidéo, c'est une tarte à la crème, enfin c'est vrai, le millefeuille des compétences territoriales, les régions, les départements. J'ai découvert qu'il y avait les pays, il y avait une existence administrative également, les communautés de communes, les communautés d'agglos, et puis la petite commune en bas de tout ça. Les petits maires, les petits maires, je n'aurais pas appelé les petits maires, c'est souvent des grands-maires de petites communes, les maires ruraux, sont responsables pénalement, d'un code de l'urbanisme, par exemple, de 3500 pages qu'ils ne peuvent absolument pas comprendre ni maîtriser. Et ce que j'ai compris sur le terrain, c'est que la décentralisation dont on nous parle depuis les années 80 est une fausse décentralisation. En fait, c'est une délégation de compétences. Parce qu'on va dire aux collectivités quoi faire et comment le faire, et après on va leur dire où aller chercher l'argent pour le faire. Et dans les deux cas, l'État reste maître du jeu. Et les collectivités passent leur temps et vont justement embaucher des cabinets d'audit pour avoir des dotations, des subventions, des péréquations, de tout ça. Un porteur de projet dans une collectivité peut avoir une dizaine d'interlocuteurs, communes, intercommunalités, syndicats locaux, intercommunaux, départements, régions, préfets, directions diverses, DREAL, DRETS, DIRECT, DDT, DDE, architectes des bâtiments de France, et j'en passe. Et ce que je propose tout simplement, c'est de leur donner une autonomie démocratique sur la manière dont, au sein de certaines compétences, ils gèrent leur territoire et ils prennent leurs décisions. Parce que si la norme est conçue, c'est le même principe que le projet Portalis, plus la norme est conçue près du terrain, plus elle fait sens, naturellement. C'est ce que disait Tocqueville, quand il explique que la démocratie doit d'abord s'apprendre au niveau local, parce que c'est là qu'on comprend mieux les problèmes, et c'est là qu'on peut faire des compromis, qu'on peut comprendre l'exercice de la délibération. Ce que j'ai vu en Suisse, quand j'ai été assisté à une Landsgemeinde, une démocratie directe, dans un canton, vous avez 15 000 citoyens sur la place du village.
qui, par un jour de pluie, restent debout, avec les enfants au milieu qui regardent l'exercice de la démocratie à l'œuvre, et qui peuvent proposer, amender, voter les lois. On se dit ça va être le bazar, mais ce n'est pas le bazar, parce que les gens sont très responsabilisés, parce que c'est leur décision qui a un impact direct sur leur vie. Donc ça milite d'abord pour l'extension du référendum d'initiative populaire au niveau local. Je pense les Suisses, ils ont fait trois siècles de local avant de passer à la votation au niveau national. Ils sont un peu exercés. Donc le référendum d'initiative populaire marche, je pense, au local. Et ensuite, s'agissant de la répartition des compétences. Alors là, chacun a son idée qu'il faut supprimer le département ou l'interco ou la région. Enfin, chacun veut supprimer un truc, mais jamais le même. Donc, je ne me prononce pas encore là-dessus. Ce que je pense, c'est qu'il y a des grands principes, si on veut répartir les compétences, qui sont faciles à comprendre et qu'il faut respecter. D'abord, l'unicité, c'est qu'une compétence va être allouée à un seul échelon. Ensuite, l'autonomie, notamment l'autonomie fiscale, que les collectivités doivent être fiscalement responsables des compétences qu'elles prennent, et avoir le pouvoir de lever l'impôt, évidemment, en déduction de l'impôt national, qui sera donc l'inverse, si vous voulez, de la suppression de la taxe d'habitation. Et j'espère travailler davantage ce sujet avec les maires, qui sont les premiers concernés, pour qu'ils me fassent leurs propositions, ce que nous allons leur proposer très bientôt. J'aimerais quand même conclure. Bon, alors vous savez, à propos de simplicité, Pascal écrivait « Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une courte ». Donc j'aurais dû sans doute faire pareil. Mais enfin, je voudrais néanmoins finir par un message peut-être plus personnel, qui donc là n'est pas une injonction de politique publique, mais qui est plutôt un ressenti. Donc je ne dis pas qu'il faille le faire, je dis que moi je trouve ça moralement louable. En vous disant que je pense que la simplicité, au-delà de questions administratives, est aussi au fond un art de vivre. Et que si on se demande constamment toute la journée comment puis-je faire moins plutôt que comment puis-je obtenir plus, eh bien, ça vous permet de vivre un peu différemment. C'était la devise de Henry David Thoreau, ce philosophe qui se promenait dans les bois, un peu anarchiste, et qui disait « simplifier, simplifier, simplifier ». C'était sa devise. Et que d'un point de vue de consommation, eh bien, l'exercice de la liberté n'est pas incompatible, au contraire, avec une forme de sobriété personnelle. Et que c'est ça aussi la liberté au sens stoïcien du terme, c'est de pouvoir être indépendant des circonstances extérieures et de réduire ses propres besoins. Et que la simplicité, c'est aussi un rapport quelque part à la nature et à l'environnement. Pourquoi les gens ont besoin de nature aujourd'hui? Peut-être parce qu'ils ont besoin de choses simples. L'évolution biologique, elle a toujours trouvé des solutions simples à des problèmes complexes. Simplement comme ça s'est fait sur des milliards d'années, c'est ce que dit Darwin, eh bien forcément ça a fini par produire des systèmes qui paraissent extrêmement sophistiqués, mais en fait c'est des systèmes qui sont simples parce qu'ils ont évolué de manière organique. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que Tocqueville, qui est le premier à dénoncer la tutelle administrative, l'excès des normes dès le XIXe siècle, a écrit un petit texte qu'on connaît moins, qui s'appelle « 15 jours dans le désert » et qui est un texte magnifique sur sa chevauchée, pour le coup, dans le Michigan, avant l'industrialisation. Et il traverse les canopées, il traverse les forêts primaires qui ont encore été intouchées par l'homme, il voit les tribus primitives, et il dit « tout ça va disparaître et quel dommage ». Et il prend une sorte de bain de sauvagerie qui le revivifie. Et au fond, je trouve qu'il y a quelque part une corrélation entre cette défiance vis-à-vis du monde trop normé qu'on nous offre et une forme de retour à la simplicité de notre environnement naturel. Et puis je voulais vous dire aussi un mot de la France, puisque tout le monde cherche l'identité française aujourd'hui. Alors j'avais envie de dire presque que l'identité française, c'est le CERFA, que tout le monde connaît. C'est une expérience partagée par l'ensemble des citoyens français. C'est au fond peut-être l'expérience qui nous définit le plus en tant que Français. Mais que l'identité, c'est aussi la révolution. Et que je trouve que la Déclaration des droits de l'homme reste le plus beau texte de philosophie politique jamais écrit. L'article 4 sur la liberté est magnifique. La liberté de pouvoir faire, on ne vous demande pas de le faire, de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et que cette identité-là, cette identité révolutionnaire qui a donné des droits avant de donner des obligations, eh bien, elle est menacée aujourd'hui, en effet. On dit que l'identité française est menacée. Cette identité-là, elle est menacée par ceux qui voudraient mettre à bas 2 siècles d'état de droit, par ceux qui voudraient se passer des cours suprêmes, par ceux qui voudraient rétablir l'autorité.
Et qui dit révolution dit aussi radicalité, y compris au sein de du grand espace politique central. Je pense qu'il ne faut pas laisser la radicalité aux radicaux et que le projet Portalis, par exemple, le revenu universel, l'autonomie locale, ce sont des changements incroyablement puissants et incroyablement difficiles à mettre en œuvre et beaucoup plus révolutionnaires, au fond, que quasiment l'ensemble des réformes qu'on vit depuis l'instauration de la Ve République. Et qu'au sein de cette identité révolutionnaire, on a aussi le droit de ne pas choisir la voie jacobine et de prendre le tournant girondin, parce que la France, elle n'est pas seulement une et indivisible, elle est aussi diverse, elle est aussi chatoyante, et que construire son identité à travers l'identité des différents pays qui la constituent et qui restent bien visibles, bien matériels, avec leurs traditions, leur culture, leur cuisine, encore leur langue souvent et leur accent, eh bien c'est une entreprise beaucoup plus, au fond, profonde et durable que de vouloir imposer une identité depuis Paris en élaborant des textes. Et enfin, et vraiment enfin, Simple, c'est un mouvement politique. Donc d'abord, formellement, c'est un parti politique, ce n'est pas un think tank. Vous avez compris que derrière la simplicité se développe une certaine philosophie de la liberté, qui est aussi une philosophie de l'homme, contre les systèmes qui anonymisent ou qui invisibilisent, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés. Une philosophie qui fait toute sa part au droit à l'errance, à la diversité des valeurs de chacun. Et au fond, j'en avais un peu marre, après 10 ans de débat public, de murmurer des belles choses à des oreilles bouchées, et en tout cas ne pas voir mes idées, ou ces idées en tout cas, représentées sur le plan politique. Et quelque part, je me dis, il est normal en démocratie de mettre ses idées dans l'agora. Et donc Simple, c'est un parti pour peser politiquement, pour introduire un rapport de force, pour peser concrètement, pour imposer un thème, et pour imposer les idées qui en surgissent naturellement. Alors un parti, me direz-vous, c'est fait pour présenter des candidats aux élections, c'est vrai. Maintenant, quand, qui, comment, ça dépend beaucoup de vous. Ça dépend de la dynamique qu'on va créer, des propositions que vous nous ferez, ici à Paris et puis dans le pays, ou pour tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Est-ce qu'on va faire une charte à la Hulot? Est-ce qu'on va aller plus loin? J'en sais rien, je vous pose la question, c'est vous qui en déciderez par votre implication. C'est à vous d'y répondre. En tout cas, mon souhait personnel, c'est qu'on passe dans le prochain quinquennat 5 ans à simplifier, 5 ans à faire moins plutôt que plus, 5 ans pour vivre et pour laisser vivre. Merci. Merci, merci, merci. Alors j'en profite pour vous dire que vous pouvez acheter le manifeste à la sortie, il faut garder les pieds sur terre. Et que vous devez surtout, si vous croyez à ces idées, si vous voulez que le pays avance dans cette direction, adhérer au parti. Donc c'est un parti auquel on peut adhérer. Vous avez un formulaire d'adhésion qui se trouve sur vos sièges et il y en a d'autres, je pense, à la sortie. Vous portez volontaire, nous écrire, bref, nous aider, faire. C'est pas à moi de vous dire quoi faire et je vous encourage à faire. Merci. Merci. Merci, bonne soirée.